Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Pierre-François Guglielmi. Je suis Technical Manager de Partner Solutions chez Rubrik. Et je vais tâcher de vous parler un petit peu de Cloud Data Management. Alors, pour vous situer un peu ce que c'est, on va parler de protection de données, mais en environnement multi-cloud particulièrement. Et pour vous en parler ce matin, j'ai choisi de vous parler de ça à travers un cas client, parce que ça peut parler un petit peu plus que juste vous parler de produits. Hop, le petit clicker. Alors, le client en question, c'est ASL Airlines. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, ASL Airlines. Non, pas forcément. Un peu, ouais. Donc, compagnie aérienne, essentiellement transport de fret, mais pas que. Ils font aussi du transport de passagers. Pour la petite histoire, ils utilisent un type d'avion particulier, Boeing 737-300, qui ont la particularité de faire ce qu'on appelle du quick change, ce qui leur permet en fait d'aménager les avions soit pour le fret, soit pour le transport de passagers, de manière extrêmement rapide, et donc de faire les changements comme ça à la volée. Sur l'année 2017, donc il y a 3 ans maintenant, ils avaient transporté 712 000 passagers et 38 600 tonnes de marchandises, sachant qu'en ce qui concerne le fret, ils font essentiellement des livraisons d'ailleurs au départ de l'aéroport Charles de Gaulle à Paris. Donc livraison de nuit pour des grands noms de l'e-commerce qu'on peut connaître, entre autres Amazon, FedEx, UPS, La Poste, DHL. 150 avions, 3000 salariés, 2200 membres d'équipage. Donc ça veut dire que si on pense aux infrastructures IT, derrière, il y a un peu ce qu'il faut pour faire tourner tout ça, sachant que vous vous imaginez bien que comme on parle de transport aérien, il y a des contraintes, notamment sur les heures de décollage et ce genre de choses. Et donc forcément, les taux de disponibilité sont extrêmement élevés parce qu'il y a besoin d'un certain nombre de données qui doivent être disponibles quoi qu'il arrive. Et si ces données ne sont pas disponibles, potentiellement, ça peut créer des retards pour les vols. Donc c'est extrêmement critique, tout ça. Alors en ce qui concerne leur infrastructure informatique, elle a évolué beaucoup depuis 2008. Et en 10 ans, ils sont passés par tout un tas d'étapes. Et à travers ces différentes étapes, ils en sont arrivés à quelque chose qui est très imprégné du cloud. Alors, je vais tâcher d'en parler un tout petit peu plus. Ils ont commencé d'abord, et à mon avis, ça c'est un avis tout à fait personnel, hein, ça n'engage que moi. Quand on parle de cloud, pour moi, ça passe par la virtualisation. C'est sans doute la première étape. Eux, ils ont commencé en 2009, donc ils ont commencé relativement tôt dans leur histoire. Ensuite, ils sont passés à la sauvegarde sur disque aussi, probablement pour des problématiques de simplification, assez tôt en 2010. Ensuite, ils ont démarré leur histoire cloud privée à travers la virtualisation des postes de travail, donc infrastructure VDI. L'année suivante, ils ont introduit Office 365, donc mise dans le cloud, notamment de tout ce qui est messagerie pour démarrer. Et puis mise à disposition de tablettes pour les chefs de cabine qu'il faut gérer aussi. Et puis ensuite est arrivé, toujours pour le poste de travail virtualisé, l'hyperconvergence. Ça, on va en parler un petit peu aussi. Et en l'occurrence, ils ont choisi la solution de Nutanix pour le VDI. Ça a bien marché. Comme ils en étaient satisfaits 2 ans plus tard, ils ont généralisé Nutanix à toute l'infrastructure, y compris pour les serveurs de production. Entre deux, il y a la TOIP qui est passée elle aussi dans le cloud. Et puis en 2016, toute leur infrastructure était en mode cloud hybride. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils avaient effectivement leur cloud privé, mais qu'ils utilisaient aussi déjà un certain nombre de services, soit managés, soit dans le cloud public. Et vous allez voir, je vais y revenir. Et puis en 2017, ils ont eu la possibilité de mettre en place un nouveau PRA. Je tâcherai de vous en dire 2 mots également. Les challenges en ce qui concerne la protection des données dans un environnement comme celui-ci. En ce qui concerne ASL Airlines, le premier, c'est qu'il y a des infrastructures à différents endroits. Je l'ai évoqué, il y a du cloud privé, il y a du cloud public. Ils sont en mode cloud hybride depuis un certain temps maintenant. Mais il y a aussi du multisite. Il y a des infrastructures en France, data center principal à Saint-Denis. Il y a le site de secours en Irlande. Il y a un site distant en Belgique, il y en a un autre en Suisse. Il faut gérer tout ça. Et quand on a du multisite, l'idéal, c'est de pouvoir le gérer avec une seule et même interface, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Multi-cloud, je l'ai dit, donc il y a du privé, on l'a vu, il y a du Nutanix. Du managé, certains services sont hébergés chez OVH. Il y a du cloud public, Amazon en l'occurrence. Alors pour différentes choses, il y a des instances EC2 qui hébergent des sites web, parce qu'ils ont tout un tas de sites web internes pour leur métier. Google Cloud Platform, ça c'est plutôt pour l'externalisation des sauvegardes. De l'Office 365, on en a parlé. Avec la solution qu'ils utilisaient avant, ils avaient un certain nombre de difficultés malheureusement.
D'abord, j'ai dit qu'ils ont des niveaux de disponibilité qui sont relativement élevés. En l'occurrence, sur les bases de données, là, on va parler de Oracle et de SQL. On va même parler de data warehouse. Ils ont beaucoup de données à gérer là-dedans, et notamment des données qui sont récoltées, qui sont les données de vol, qui sont utilisées pour faire des rapports ensuite, mais aussi des données qui sont hébergées aussi dans ce type de base de données-là, qui servent aux mécaniciens au sol pour préparer les vols à venir. Et là, c'est pareil, il y a vraiment besoin de disponibilité, parce que si les données ne sont pas disponibles pour préparer un vol, pour les mécaniciens, c'est un vol qui va être en retard. Et donc, il y a un impact financier derrière. Donc là-dessus, ils sont sur un niveau de disponibilité à 99,99%. C'est-à-dire qu'on est un peu moins de 10 minutes d'indisponibilité autorisée par an. Donc vous comprenez que ça, c'est extrêmement critique. Et leur solution d'avant ne leur permettait pas d'atteindre ces niveaux de disponibilité. Là, ils avaient des vrais challenges. Il y avait un impact sur les bases de données au moment où elles étaient sauvegardées notamment. C'était difficile. C'était vraiment compliqué pour eux de faire ces sauvegardes-là. Et en plus, elles n'étaient pas bien intégrées. L'outil ne les prenait pas bien en charge. Ils avaient une problématique aussi de stockage. C'est-à-dire leur stockage de sauvegarde, leur stockage secondaire prenait beaucoup de place. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, la solution d'avant ne permettait pas une réduction des données de sauvegarde suffisante pour optimiser les coûts. Donc malheureusement, ils en pâtissaient. Donc c'était de l'empreinte stockage, mais c'était aussi de l'empreinte data center, parce qu'il y avait besoin de plus de matériel. Les temps d'administration, c'était assez terrible pour eux aussi. Ils avaient besoin, les équipes d'admin, de passer tous les jours pas mal de temps à regarder ce qui se passait, pourquoi ça n'allait pas, qu'est-ce qu'il y avait qui n'avait pas marché, etc. Et au final, ça prenait tellement de temps qu'ils ont été obligés d'externaliser le service de sauvegarde à un prestataire pour pouvoir libérer du temps aux équipes pour qu'elles puissent se reconsacrer, les équipes internes, à des sujets plus importants que juste regarder ce qui ne va pas dans la sauvegarde. Ils avaient besoin aussi, ça c'était aussi dans une logique d'optimiser les temps d'administration, d'automatiser. La solution ne leur permettait pas de le faire facilement par manque d'API. Et puis, en ce qui concerne l'externalisation, j'ai dit qu'ils le faisaient maintenant dans Google Cloud Platform. Avant, ils le faisaient dans Amazon Glacier. Et là encore, malheureusement, la solution qu'ils utilisaient n'intégrait pas ça nativement. Donc, ils étaient obligés de passer par un outil tiers. Donc, ça complexifiait encore la problématique de protection de données. Du coup, ils sont passés à Rubrik en 2017. Ils ont généralisé sur tous les sites en 2018. Et donc, ils ont simplifié tout ça. Tous les composants sur tous les sites, cloud privé, cloud public, hyper convergé ou pas, tout est pris en charge par la solution. Et la solution leur a permis donc, de gérer avec des politiques très très simples la protection de leurs données, quel que soit le type de données, base de données, virtualisée, physique, peu importe. De s'interfacer avec le cloud aussi facilement, que ce soit pour externaliser les données dans GCP ou protéger les instances de machines virtuelles EC2 ou protéger bien évidemment ce qu'ils ont dans leur data center à Saint-Denis, mais aussi sur les sites distants. D'automatiser parce que la solution fournit des API qui sont complètes, qui sont ouvertes et qui sont documentées. Et puis la problématique de sécurité, je vais y revenir juste à la fin parce que ça me semble aussi important d'en parler. Donc ils sont passés à cette solution qui leur permet d'avoir une solution unique, avec une interface unique pour toutes les plateformes et pour un environnement multi-cloud. En termes de résultats, qu'est-ce que ça leur a apporté ? Qu'est-ce qu'ils ont obtenu ? La première chose, c'est que sur les infrastructures cloud privées, ils sont donc sur du Nutanix, c'est de l'hyperconvergence. Une infrastructure hyperconvergée, ça ne se traite pas tout à fait comme une infrastructure classique. Et pour le coup, cette nouvelle solution, Rubrik en l'occurrence, s'intègre parfaitement à Nutanix, quel que soit l'hyperviseur utilisé d'ailleurs, et donc l'intégration a été extrêmement simple. Et donc ils ont une infrastructure hyperconvergée de bout en bout. Ensuite, l'empreinte stockage secondaire, donc stockage de sauvegarde, a été considérablement réduite. Pourquoi ? Parce que je l'ai dit tout à l'heure, la solution d'avant ne permettait pas, techniquement parlant, une réduction suffisante des données pour économiser du stockage et donc de l'argent. Là, la solution vient avec un file system propriétaire où il y a de la déduplication, de la compression globale, etc., etc. Donc, réduction de tout ça. Tous les environnements sont pris en charge. Cloud privé, data center, site distant, AWS, GCP, cloud privé, cloud public. Tout est pris en charge dans la même solution, dans la même interface, avec la même logique de gestion. Il n'y a pas de différence. Les sauvegardes de leur base de données et de leur data warehouse pour les données de vol. Tout ça, maintenant, c'est parfaitement intégré. Et sauvegardes applicatives parfaitement intégrées qui leur permettent d'avoir des RPO très courts, ce dont ils ont besoin, à travers des mécanismes de sauvegarde des journaux de transaction ou des journaux d'archives,
et des RTO également très courts, ce dont ils ont besoin. J'ai parlé du 99,99% de disponibilité pour les bases de données. En l'occurrence, ils ont la capacité maintenant de redémarrer une base de données directement depuis l'infrastructure de sauvegarde en production, sans avoir à la restaurer. C'est-à-dire que c'est une remise à disposition d'une base de données qui aurait crashé instantanée. Ça change la donne sur la disponibilité. Globalement, des restaurations qui sont 3 fois plus rapides qu'avant. Des temps d'administration qui ont été réduits de 90%. C'est énorme, hein, en termes d'économie de temps. Ce qui leur a du coup permis de réinternaliser le service de sauvegarde. Ils avaient externalisé ça chez un prestataire à cause du temps que ça prenait. Ils ont pu le redonner aux équipes internes parce que maintenant, ils n'ont plus grand-chose à faire. Le TCO, ou coût total de possession, a été réduit de 52%, donc divisé par 2. Hein. Là aussi, je pense que c'est significatif. Et puis, ils ont eu la possibilité, parce que l'outil le permet, de mettre en place un plan de reprise d'activité qui, en l'occurrence, se fait entre Saint-Denis, ici, en région parisienne, et l'Irlande, ce qui leur était plus compliqué avant avec la solution qu'ils avaient. Et donc, pour terminer, je voulais juste parler un tout petit peu de l'aspect sécurité, et en l'occurrence de la protection contre les ransomware. Pourquoi ? Alors, si on parle des challenges de ce point de vue, premier point qu'il faut savoir, c'est qu'on est dans le secteur aérien, et le secteur aérien est particulièrement touché, malheureusement, par ce type d'attaque. En ce qui concerne ASL Airlines, c'est au minimum une attaque par mois à laquelle ils sont confrontés. Minimum. Et puis, ils ont la mauvaise expérience, et d'ailleurs, il faudrait qu'on corrige sur le slide, il y a une petite erreur ici, avec non pas FedEx, mais TNT Express, qui appartient au groupe FedEx, mais qui a été, il y a quelques années, victime d'une attaque par un ransomware qui était NotPetya, un des connus il y a quelques années, qui a infecté l'infrastructure. Il faut savoir que comme c'est un partenaire d'ASL Airlines, ils ont aussi des interconnexions entre les infrastructures. TNT Express a été durement touché, hein, ça a coûté 300 millions de dollars au groupe FedEx pour pouvoir récupérer de tout ça. Heureusement, côté ASL Airlines, les équipes ont vu suffisamment tôt que l'attaque arrivait à cause des interconnexions avec le partenaire. Et ils ont eu le temps, mais ça a été littéralement ça. Et ils ont eu le temps de se précipiter dans la salle réseau pour débrancher le cœur de réseau, et c'est ce qui les a sauvés. Mais du coup, la problématique de ce type d'attaque-là est particulièrement présente dans leur tête à cause de cette mauvaise expérience. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis en place, toujours à travers Rubrik, une solution qui est une solution SaaS, donc c'est-à-dire qu'il n'y a rien à installer chez eux, qui exploite les métadonnées des données de sauvegarde et qui va faire en fait, qui va utiliser de l'intelligence artificielle et du machine learning pour détecter des anomalies ou des comportements suspicieux, analyser les impacts quand une attaque est suspectée, donner la visibilité sur ce qui s'est passé et ce qui a été touché, et à partir de là, donner la possibilité de faire une restauration depuis la même interface extrêmement rapide, mais que de la donnée qui a été touchée, non pas de toute l'infra ou d'une machine complète, ce genre de choses. Et tout ça, encore une fois, depuis une interface unique qui leur permet à la fois de gérer la protection pour tout leur site, cloud privé ou public, mais aussi pour la partie protection ransomware. On est Rubrik, on est présent ici, on a un stand qui est juste à la sortie là-bas. Si vous avez des questions, que vous avez besoin de savoir plus, n'hésitez pas à venir nous voir. On discutera et on répondra à vos questions avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.